joyeux Noël, tout le monde. C'était vraiment, oh, mais la catastrophe. Parce qu'avec lui, c'était pas comme ça. Tout le temps. Tous les temps. À chaque instant. Et tu fais pas attention et tout ça. Et puis c'est ça. On peut être une mauvaise maman. C'est pas qu'il nous blesse, mais ça vient un regret de la part du côté maman. Mais oui, voilà. Mais en même temps, on est content parce qu'on dit, voilà, je suis dans le bon sens. Soyez tous bienvenus au 6e épisode de la 12e saison du Podcast, avec la collaboration du studio Vanessa Horta et Gringa Bijou. Ça, c'est un podcast sans tabou et sans U. Aujourd'hui, nous sommes ici avec un sujet très délicat, mais très important aussi, avec une invitée qui est une personne très chère pour nous. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, madame. Bonjour. Je m'appelle Graziella Puglisi. Je suis une fille, une maman de 2 grands garçons. Je suis une sœur, une amie. Et je suis très participative dans la vie sociale et au service à l'autre, ce qui me permet d'avoir plusieurs casquettes. Je suis aide à l'intégration dans les écoles primaires. Je suis aussi assistante médicale dans un cabinet médical. Et par ma passion aussi, je suis dans le service à l'autre par la thérapie holistique. Voilà. Alors, c'est encore les nouveaux mondes, c'est comme ça. Maintenant, on a plusieurs domaines et c'est tellement génial qu'on peut faire plusieurs choses, se sentir heureux et sans regarder trop jugeant des gens. Oui. Moi, je partage aussi de ça parce que j'ai fait 1000 tâches. Oui, c'est ça. Oui, et l'autre jour, je parlais avec mon employeur, je lui ai dit, mais au fait, je ne me vois pas commencer une journée à 8 h du matin et être au même poste toute la journée jusqu'à 16 h, 18 h l'après-midi. C'est pas possible. J'ai besoin de ce changement. C'est sa vie, ça bouge et c'est ce qui est important. Pour moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment les choses plus calmes, mais on ne peut pas dire que ça, c'est pas un bénéfice pour la santé parce qu'on sait que neurologiquement, ça, c'est très bien. Ça nous évite pas mal de dégâts à la vieillesse. Oui, parce que c'est vrai que parfois les gens pensent que c'est pas possible de faire les choses qui ça te plaît, en fait, comme tu as dit, d'avoir plusieurs casquettes et faire être multipreneur, non? Comme tu as dit. Mais c'est vrai que dans notre vie actuelle, c'est faisable, on peut le faire. Oui. Mais je pense qu'avant qu'on commence à parler plus de Grazie, on commence déjà avec notre petit cadeau, non? Oui. Alors, on a un cadeau pour toi de la part de notre sponsor Gringa Bijou. Merci. Il y a aussi un stylo de Podcast, ça c'est à nous. Ceux qui me connaissent, ils sauront que c'est moi. Les violets. Et puis vous qui vous êtes à la maison, si vous aimez retrouver les bijoux de Gringa Bijou, vous les trouvez sur le site www.gringabijou.ch et on a toujours notre rabais. Voilà, on a un coupon. Voilà, Grazie nous montre déjà. Là, c'est très beau. C'est la Merkaba. Oui. Si jamais. c'est cette étoile comme ça, on appelle la Merkaba. C'est le vaisseau par lequel on arrive. Et la pierre, waouh, merci beaucoup. Ça me touche particulièrement. Merci. Vraiment. Waouh. Nous sommes très contents si ça te plaît, Grazie, vraiment. 100%. Et on doit dire merci à Sarah parce que c'est elle qui est toujours très attentive à la personne qui on doit faire les cadeaux. Elle la va, elle la cherche, elle a regardé un peu comment la personne, sa personnalité et tout ça avant qu'elle a choisi les cadeaux. Et puis comme ça aussi, elle est avec nous, les clientes, et puis vous qui vous êtes à la maison. Comme je disais, alors on a un petit coupon. Voilà, on a les rabais. C'est CAST20, CAST20. Vous qui faites les achats en ligne, vous avez 20% de rabais avec cette coupon des parents CAST. Et voilà, c'est Gringa Bijou, nos bijoux, votre style. Bon, ouais, c'est beau, c'est vraiment... Et voilà, Grazie. Donc, ça te va, on aimerait juste commencer déjà à parler avant que tu parles un peu aussi à la fin de cette question de l'aide de l'autre que tu as dit que tu fais beaucoup. On aimerait commencer avec les plus grands challenges des parents aujourd'hui, que c'est l'école. D'accord. Si tu arrives à nous partager un peu comment c'est cette expérience, parce que tu as dit
qu'un de tes casquettes, c'est faire l'intégration à l'école primaire. Et comment ça se passe? C'est quoi exactement que tu fais? Comment c'est cette aide qu'on a aujourd'hui? Est-ce que tu peux expliquer un peu? Oui, alors il s'agit bien sûr de l'école intégrative, d'accord? On appelle ça le programme 360. Et des enfants qui ont des besoins spécifiques, donc avec des besoins d'appui sur l'apprentissage ou sur le comportement, avec des atypies. Et nous, les aides à l'intégration, nous sommes là pour déjà aider l'enfant, aider la maîtresse ou le maître, et puis aussi après plus haut, être en relation avec les parents. Dans un premier temps, c'est vraiment du one-to-one avec l'enfant et on l'aide dans l'apprentissage, ça c'est sûr, donc un petit peu des méthodes, comment lui faciliter suivant la thématique, hein, s'il y a un TDA, s'il y a un TSA, s'il y a, peu importe la thématique, donc on s'adapte à l'enfant et puis pas à pas dans les gestes de l'apprentissage, pas scolairement parlant forcément, parce que la plupart du temps ils ont des maîtres ou maîtresses spécialisés pour ça. Et nous, on est juste là pour accompagner l'enfant. Pour les plus petits, ça peut être s'habiller, se déshabiller, enlever les chaussures, etc. Des gestes quotidiens comme ça. Pour les plus grands, comme moi, j'ai des 5P jusqu'à 8P. Eh bien, c'est plus dans l'émotion. On se rend compte, c'est plus l'émotionnel qu'il faut d'abord aller prendre et ensuite faire qu'en classe, ça se passe bien. Parce que si l'enfant arrive avec une émotion déjà depuis la maison, eh bien, il n'est pas là, il n'est pas présent, il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas écouter ou se mettre dans les règles aussi, hein, parce qu'il y a des règles en classe qu'on doit respecter et là, souvent ça démarre de ça. Ou alors s'il y a des gros coups de fatigue, donc on sort et puis on fait des petits exercices pour réveiller le corps. S'il y a besoin de bouger pour les enfants hyperactifs, donc on sort de la classe et puis ils font un petit peu, ils bougent, ils courent, ils font des choses qui un peu les recentrent. C'est ça. C'est chaque fois aider l'enfant à trouver son centre pour qu'il puisse partager, vivre son moment scolaire comme il se doit. Et pour lui, pour ses camarades, pour la maîtresse. D'accord. Voilà. C'est touchant. C'est vraiment... Bon, ça, c'est un sujet que ça me touche énormément parce que voilà, mon premier enfant, il a besoin de cette aide à l'intégration. Oui. Depuis la 3e année scolaire, ils sont les mis en place. Et puis jusqu'à maintenant, il est en cœur. Il est déjà 9P, beaucoup moins de ce qu'il avait avant. Alors, c'est vrai qu'à le passé des années, il commence à diminuer pour que l'enfant aussi il prenne son autonomie. Et puis, quand je dis les émotions, c'est vraiment ça. C'est cette façon atypique de l'enfant fonctionner qui n'est pas comme les autres. Parce que moi, par exemple, j'ai un enfant qui ne marche pas sur les cadres. Comme plus dans les cadres, comme plus on le met de pression, plus il va sortir. Et puis, il part à tous les sens, puis il n'arrive pas à se concentrer. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de la calme, de quelqu'un qui le regarde dans les yeux, qui est là, il sent que la personne elle est là pour lui. Et puis, je pense que c'est un des plus grands soucis des parents, c'est vraiment d'avoir cette confiance avec l'école, puis de lui dire, voilà, comment j'ai fait pour donner le plaisir à mon enfant de rester dans un endroit qui va rester carrément minimum 12-13 ans là-dedans. Et puis, voilà, c'est un gros chemin. Je veux dire, les enfants, ils passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Si on arrête pour réfléchir, c'est une deuxième maison. C'est la deuxième maison. Donc, pour moi, c'était vraiment important ça. C'est comment je vais le faire se sentir bien ici et puis trouver le plaisir d'être ici parce qu'il est obligé. On n'a pas le choix. On n'a pas assez de choix. Et puis, j'aimerais savoir avec les parents, c'est quel est le plus grand challenge que tu as? Alors, avec les parents, je n'ai pas vraiment de challenge parce que la plupart du temps, les parents sont conscients
sont preneurs de cette aide. Hein. Sont preneurs de toutes les aides. Je pense que du moment où on s'occupe d'un enfant, de notre enfant, je suis maman, vous êtes maman aussi, du moment où on s'occupe adéquatement de l'enfant, il n'y a pas vraiment de challenge. Il y a peut-être plus des questions au niveau pratique, au niveau des demandes de la paperasse, parce que bien sûr, souvent ce sont des enfants qui ont plusieurs adultes autour d'eux, pas que les parents. Il y a des pédopsychiatres, il peut y avoir l'ergothérapeute, il peut y avoir voilà, il y a plusieurs le maître, la maîtresse, donc il y a tout un réseau, tout un système hein, qui est là autour de l'enfant. Et souvent, il peut y avoir des questions de comment on peut évoluer, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, quels sont ses besoins et de quoi il a plus besoin finalement, parce que comme ton fils, il grandit, il évolue, il prend des choses et puis il n'a plus besoin de certaines périodes ou de certains suivis. Ouais. Moi, j'aimerais juste revenir sur une chose que je trouve c'est très important que vous venez de parler, c'est la question de l'accueil émotionnel que tu as dit tout à l'heure, que vous avez ce travail intégratif, parce que, par exemple, si on prend l'exemple de TDAH, une maman qui a un enfant TDAH, là, elle est tellement occupée avec toutes les thérapies, parfois, ça peut avoir une prise de médicaments, ou, comme je t'ai dit, jamais l'école, jamais les thérapeutes, jamais ça, toutes les activités parfois qui sont autour, et parfois, trouver une place, on va dire comme ça, dans toute cette demande pour, OK, qu'est-ce que ce sont besoins, comment est que l'enfant est ressenti. Parfois, on sont assis avec un enfant qui a beaucoup de demandes, on vient facilement dans une chose un peu automatique avec l'enfant. Ah, je te prends, je t'amène à l'école, je t'amène chez ton thérapeute, je t'amène ça, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est important d'avoir ces moments, comme tu as dit, ces moments de, ah oui, mais si tu es fatigué, OK, on va faire une pause, OK. Tu as besoin de te ressourcer, on va t'aimer à la nature. Et pour moi, en tant que pédiatre, ça a tout changé quand j'ai découvert ça, en fait. Parce que, malheureusement, on a encore beaucoup de formations traditionnelles qui vont dire, ah oui, l'enfant, elle est en TDAH, par exemple, on va faire la thérapie, on va faire un suivi traditionnel, mais on va pas prendre en compte son alimentation. On sait que combien de fois on sait que c'est déjà prouvé pour A plus B que tous les aliments sucrés, il hyperestimule l'enfant. S'il est déjà en tendance à un TDAH, ça péjore énormément. Et en fait, je trouve intéressant de terminer cette vision globale, on va dire comme ça, de ces enfants qui ont ces particularités, hein, qui sont ces besoins. Et j'aimerais vraiment mettre ça l'accent pour les parents aussi, il faut parfois se poser à la place de l'enfant également, parce que lui, il amène ses difficultés. Mais parfois, on se pose la question, comment c'est le monde avec son regard à lui, non? Comme ça se arrête à sa place. Mais si on ne fait pas que c'est beaucoup le travail que je fais avec Chris, c'est qu'il faut aussi nous avoir cet accueil, parce que la plupart de nous, on n'a pas eu pendant l'enfance, avoir cet accueil, parce que dès qu'on a regardé un peu mes besoins, là, c'est plus simple d'être empathique avec l'enfant aussi. Mais pour arriver là, c'est un chemin aussi. Hein. Et j'aimerais aussi, pour savoir de ton côté, par exemple, parfois les parents, je sens, en tant que pédiatre, je sens les parents un peu comme, ah, mais l'école pourrait faire mieux, les enfants pourraient être mieux suivis. Parfois, il y a le manque de, comment on dit ça, je sais pas si c'est la personne référence pour l'enfant, parce que dans une classe, si j'ai un enfant autiste, par exemple, j'ai besoin qu'il y ait une personne en référence pour cet enfant. Et je sens parfois que c'est une crainte, une angoisse pour les parents quand ils voient que ce n'est pas le suivi qu'ils avaient attendu. C'est quel ton point de vue au niveau école? Comment ça se passe? Alors, premièrement, j'aimerais que les parents sachent que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Comme chaque parent fait du mieux qu'il peut pour son enfant, eh bien, ceux qui entourent l'enfant font pareil. Donc, les assistantes à l'intégration, les maîtres spécialisés, les maîtresses, les doyens, la direction, etc., etc. Donc, tout le monde fait comme il peut, avec les moyens qu'il y a, surtout. Et c'est là que j'aimerais mettre l'accent. Depuis quelques années, il y a cette proposition d'école à 360 degrés,
Et au début, beaucoup de moyens qui étaient mis en place. Donc, des périodes d'assistance à l'intégration ou d'aide à l'intégration, des périodes d'enseignement spécialisé et tout le reste qui va autour de l'enfant au niveau scolaire, au sein de l'école. OK? Donc, ça, c'est chouette. Et maintenant, on se retrouve en fait avec des enfants qui ont des besoins spécifiques, donc de plus en plus d'enfants qui ont des besoins spécifiques, qui sont dans des classes dites standards. Et quand même inclusive. Inclusive, exactement, mais des classes, oui, des classes qui ont d'autres, enfin, dont tous les élèves n'ont pas des besoins spécifiques. Donc, voilà. Et à ce moment-là, on réduit les périodes d'assistance à l'intégration, on réduit les périodes d'enseignement spécialisé, etc., etc. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, c'était chouette de lancer tout ça. Et ensuite, on a de moins en moins de moyens pour ces enfants qui incluent des classes standards. Donc, voilà. Et c'est pour ça que il faut peut-être aussi, en tant que parent, faire bouger les choses au canton pour que ces moyens-là ne soient pas réduits, mais au contraire augmentés. Parce que la demande, elle augmente aussi. Ah oui, la demande, elle augmente. Toutes les années, de plus en plus, on a des enfants atypiques et puis qui ont besoin de cette aide à l'intégration. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on a parlé avant, pendant les chemins, on parlait de ça. Oui. Et puis, je veux dire, nous, en tant que parents, on dit avec Amanda toujours que déjà, comme immigrants, on a cette tendance, cette passivité de dire oui toujours. Parce que, ouais, je suis pas chez moi, alors peut-être que j'ai pas les droits. Oui. Et puis, c'est pas comme ça les choses. Alors, on doit s'imposer, on doit se mettre, parce que l'école, elle va jusqu'à où elle a pu y aller. C'est ça. Ça arrive un moment que l'école, elle a plus rien à faire, mais nous, comme parents, on peut le faire. Et puis, je t'ai donné l'exemple de mon enfant, que c'est où un moment, une année où il avait vraiment besoin, c'était pas possible de rester sans l'aide dans l'intégration. Et puis, on m'a dit, on n'a plus le budget. Oui. On ne peut pas placer quelqu'un pour lui parce qu'on n'a pas de budget. L'école n'avait pas de l'argent pour payer la personne. Donc, ils vont faire comment? Et puis là, moi, j'ai pris le relais. J'ai dit, bon, si vous ne pourriez rien faire, moi, je vais écrire au canton. Une fois qu'ils ont une école à 360, ça veut dire une école intégrative qui intègre tous les mots, il faut assurer qu'est-ce qu'ils sont mis en place. Et là, j'ai écrit au canton, j'ai dit, voilà, mon enfant, il a besoin, je ne suis pas d'accord. Et puis, une lettre bien faite. J'ai pris l'aide d'une personne aussi pour m'aider. Je dis, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est aussi une question de s'adapter aussi à la langage du pays. J'ai envoyé et 24 heures après, j'ai reçu la réponse à dire non, c'est tout bon, votre enfant il va avoir l'intégration. Donc là, ils sont bougés. Parce qu'il y a eu une maman qui s'est imposée, puis elle a dit non, je ne suis pas d'accord. Moi, comme être humain, et puis un citoyen qui paye mes impôts, qui travaille, paye mes impôts, j'exige que vous assurez votre côté. Donc, les parents, ils doivent dire aussi, ils doivent aussi exprimer de qu'est-ce qui... Parce que mieux que les parents, personne ne sait qu'est-ce que cet enfant il a besoin. Aussi. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que tu as très bien dit, c'est vraiment être active, parce que ça, on voit souvent en consultation. Ah, mais je sais pas quoi faire, l'école, elle bouge pas. Et un autre jour, j'ai un exemple, par exemple, c'était l'enfant qui était harcelé. Et en fait, ça déjà, la maîtresse était au courant, les psychologues de l'école étaient au courant. Ils disaient, mais monsieur, là, vous avez un enfant qui est en train d'harceler. Vous voyez, ça arrivait qu'il était vraiment au niveau physique. Ça a monté. Et là, il faut qu'on bouge les choses. Le pédiatre, il doit être au courant. Les cantines, il doit être au courant. À un moment donné, quand les choses explosent, il ne faut pas « Ah oui, mais je vois que les choses ne bougent pas. » Non, OK, les choses ne bougent pas, mais c'est qui qu'on doit contacter? Et ça, je trouve que c'est intéressant de profiter de cette conversation avec toi,
de pas être contre l'école, mais vraiment de se soutenir. On donne la main ça. et on va marcher ensemble, non? C'est ça. C'est d'avoir cette communication. Communication, C'était ouais, c'est important. Quand et pour moi, ça a beaucoup marché toutes ces années avec mon fils, c'est ça, c'est la communication. Oui. Alors, ça va pas, moi, je comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Oui. Alors, on se met tous C'est ensemble, ça. on fait les réseaux, on se met C'est ça. ensemble, puis on va discuter qu'est-ce qu'on peut faire C'est de ça. mieux Bien pour, sûr. pour que cet enfant, il s'adapte Oui. à la situation. Et puis, parce que tu imagines un enfant qui doit y aller à l'école pendant 10, 11 ans, c'était jusqu'à 11 ans minimum, c'est 11 ans d'école, et puis qu'il n'a aucun plaisir d'y aller. Oui, oui. C'est vraiment, c'est dégoûtant. Mhm. Et puis les dégâts à long terme Mhm. aussi, Mhm. c'est énorme. Donc, Oui. c'est possible d'aller à l'école et puis se sentir bien. Mais on doit se mettre tous ensemble. Alors, c'est vraiment cette alliance entre l'école et les parents. C'est ça. C'est la maison, c'est la C'est ça. première. Oui. La maison, c'est sa première base. Oui. Et puis après, l'école, Oui. qui c'est où l'enfant il passe la plus grande partie de son Oui. temps. Alors, et puis, on doit faire cette alliance pour que les choses ils puissent marcher d'une façon claire, saine. Puis, Tu as dit un mot très très important, c'est l'alliance. Justement, Oui, c'est la oui. collaboration entre tous ces organismes. Donc, les deux premiers, c'est les parents et l'école. Et ensuite, tous Oui. les autres organismes qui se mettent autour. Mais voilà, de s'allier pour l'évolution et le bien-être de l'enfant. Ouais, que tout le monde C'est ça, gagne, hein, parce c'est ça. qu'à la fin, tout le monde veut le bien-être de C'est ça, l'enfant. c'est Il ça. faut se Oui, soutenir. l'intérêt, c'est ça, oui. Ouais. De toute façon. Ouais. Et même, grâce, si on continue, au début, tu as dit aussi par rapport à la question de cette question émotionnelle que tu fais très bien, Oui. que tu fais cet accueil. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter, qu'il a son enfant à la maison avec un TDAH, un trouble au niveau autistique. Qu'est-ce que tu pourrais dire à eux? Qu'est-ce que ces petits conseils, il y a quelque chose que tu pourrais partager? Bon, de toute façon, un enfant va se comporter d'une manière différente avec un parent, Oui. avec un prof, avec une amie, avec quelqu'un qui est hors du cadre aussi de la maison familiale. Mais consacrer 5 minutes à l'enfant pour qu'il parle, pour qu'il s'exprime, pour qu'il dise qu'il n'est pas d'accord ou qu'il s'est passé ci et ça, et voilà. Ou dire je suis fatiguée, là, j'ai pas envie. Enfin, qu'il puisse aussi dire ce qui se passe dans son monde intérieur. C'est prendre 5 minutes qui vont vous faire gagner un temps immense sur la journée, sur la soirée ou sur le week-end. Parce que imaginez un enfant qui rentre un vendredi après-midi avec quelque chose de grand comme ça et qu'il n'a pas pu l'exprimer, qu'il n'a pas pu le sortir, qu'il n'a pas pu être entendu, qu'il n'a pas pu le jouer peut-être aussi, hein, d'accord, tout ça fait qu'on peut passer aussi un week-end moyennement bon avec son enfant. La plupart du temps, c'est pas un enfant unique, il y a des frères et sœurs, il y a tout un, voilà, tout un réseau autour. Et donc, ce que j'ai envie de dire aux parents, prenez ces 3 minutes pour écouter votre enfant. Et à un moment donné aussi s'imposer, hein. Je veux dire, il faut aussi mettre le cadre, ça rassure l'enfant et dire, ok, ben, tout ça, ok, mais à un moment donné, il faut aussi dire, moi je suis là, le cadre c'est celui-là, et puis oui. Voilà. C'est donc, ça. ouais, Et puis, et construire, je trouve que ça, c'est vraiment important, qu'est-ce que tu as dit, parce que c'est là qu'on va construire cette relation de sécurité et de confiance avec l'enfant. Parce qu'un enfant qui n'a pas la confiance d'arriver à la maison et puis raconter, par exemple, les camarades d'école, il les frappait ou il les poussait ou quelque chose comme ça, c'est grave. C'est très grave parce que c'est un enfant qui va supporter des choses dehors et puis on ne va jamais le savoir. Et puis après, il va grandir à penser qu'il peut compter sur personne. C'est ça. Et puis, il va toujours avaler les choses. Puis, au niveau des émotions, on sait toutes les maladies qui viennent derrière. Donc, il faut construire cette relation de confiance avec les enfants. Et je sais que quand on a plusieurs enfants, c'est pas facile.
Mais chez moi, une chose qui marche très bien, c'est leur tout repas du soir. On est tantôt, c'est les repas, tous les mois à table. On est les trois là. Et puis aussi, j'ai une autre difficulté, c'est que j'ai un enfant de 6 ans et puis l'autre qui va faire 14. Donc, c'est un adolescent et puis un bas âge. La conversation, c'est un peu différent. Mais alors, voilà, toi, tu me racontes maintenant qu'est-ce que tu as fait à l'école. Comment ça a été alors? Et les camarades tels, puis ta copine, puis je demande comme ça. Puis les autres, je dis, bon, maintenant c'est ton frère. Après, les petits, ils vont toujours passer devant les frères. Et puis les frères, il est en train de raconter une chose, il se rappelle quelque chose. Ah, mais bon, je dis, non, attends, maintenant tu attends. Donc, c'est toujours un peu les... Mais ça, c'est les moments d'échange. D'échange et puis de construire cette confiance. Parce qu'après, alors, l'enfant, il vient vers toi. J'ai vécu une chose il y a quelques semaines que c'était vraiment touchant pour moi. C'est rigolo, vous allez rigoler parce qu'il a fait une bêtise, les grands. Mais pour moi, ça m'a touché énormément parce qu'il a fait la bêtise. Il sait qu'il a fait la bêtise. Et puis il est arrivé pour moi, il dit, je dois te raconter une chose. J'ai fait une énorme d'une bêtise. Bon, c'était pas énorme, mais pour lui, voilà, Oui, c'était la dimension. La dimension, pour lui, c'était grand. Et puis, je dis, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, j'ai fait ça, ça et ça et ça. En même temps que je voulais, j'ai resté sérieuse, mais dans moi, j'ai vibré parce que je dis, il m'a raconté. Il a eu la confiance parce qu'il sait qu'il va pas avoir, c'est pas qu'il va pas avoir, là, dans ces cas, il n'y a pas eu une punition, mais il y a eu vraiment une conversation assez sérieuse. Je dis, non, il faut... Tu es conscient que tu as fait une bêtise, il ne faut plus le faire. Je veux dire, si tu fais une deuxième fois, là, c'est une autre, on va parler de différent. Mais la confiance d'enfant, il est arrivé vers toi et puis il dit, j'ai fait une bêtise, tu m'aides. Alors, parce que quand on a quelque chose qui ne va pas, alors, moi, quand j'arrive pour Amanda et puis pour toi et puis je donne un problème à moi, ça veut dire que je n'arrive plus à tenir ça. J'ai besoin d'aide. C'est plus grand que toi. C'est comme si c'était plus grand que toi, non? J'arrive plus à tenir. J'ai besoin que tu m'aides avec ça. Donne ta vision. À moi de me dire, ouais, voilà, oui, c'était une bêtise, c'est bon, c'est passé. Heureusement, il n'y a rien de grave, mais il faut faire attention pour la prochaine fois. L'enfant est sur l'âge. Et puis, je peux confier à mes parents. Je trouve également que c'était important les 5 minutes, cet exemple que tu as donné des 5 minutes pour le parent, parce que dans la vie qu'on a aujourd'hui, prendre l'enfant à l'école, on arrive, on va manger, soit on fait directement les repas, soit on fait encore les devoirs, et on sent de cette machine automatique, on se rend pas compte de l'importance de ces 5 minutes. Et aujourd'hui, on a beaucoup des études au niveau neurosciences, neurodéveloppement, qui ont sait que le fait de l'enfant jouer, de grimper un arbre, de mettre ses pieds par terre, ça, c'est tellement stimulant pour l'enfant que c'est ça augmente même le niveau de mémoire, même au niveau de son intelligence. Et en fait, on a une tendance à banaliser ces 5 minutes, soit des connexions avec l'enfant, soit de vraiment se mettre par terre ou sortir un petit peu sur les jardins et jouer. Et qu'en fait, on devrait faire le contraire. On devrait vraiment mettre la cible sur ces 5 minutes. C'est pas énorme, hein, quand même. Même si c'est parfois c'est challenge, mais c'est quand même, c'est faisable. Et ça change tout pour l'enfant, hein, pour son avenir. Complètement. Mais ça peut même être un moment devoir pour soi partagé avec l'enfant. Ça veut dire, on doit mettre la table, on met la table avec l'enfant et on parle de ce qui s'est passé, de ce qu'il a eu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a raconté. Ça peut être une joie, ça peut être une peine, hein, peu importe, il a besoin de s'exprimer. Ou de laver les légumes pendant que nous, on est déjà en train de, mettre la casserole pour l'eau, pour chauffer les pâtes. Peu importe. Aussi, pas que s'arrêter, on peut aussi faire autrement. On peut partager une activité tout en laissant l'enfant s'exprimer. Ouais, mais c'est une intention. Comme par exemple, tu fais les bains, tu es en train de doucher, de mettre les savons pour les petits. Ah oui, comme c'était ta journée. C'est ça aussi, c'est faire exactement les mêmes activités, mais avec un autre regard. Mais là, j'y vais un peu plus loin parce que moi, je trouve que si les parents ils font pas un effort aussi de trouver un moment pour eux-mêmes, ils vont jamais trouver le temps pour l'enfant. C'est vraiment. Donc, et si j'ai pas mes 5 minutes à moi, ça va être très compliqué de donner ces 5 minutes à l'enfant. Oui, c'est juste. Et c'est pour ça que moi j'ai déjà fait l'effort. Toujours quand il vient surtout les parents vers moi et puis qu'ils sont trop chargés, je fais l'effort de se réveiller au moins 15 minutes avant
l'horaire d'habitude, de prendre un café tranquille, de respirer un tout petit peu sur le balcon avant Parce que c'est pas des choses extraordinaires qu'on doit faire, mais c'est vraiment se poser pour 5 minutes pour nous, de se centrer, de se regarder un tout petit peu. Parce que moi, je comprends, parce que il y a eu un moment de ma vie où la vie elle était tellement voilà, robotique, se réveille, que petit déjeuner à courir avec les enfants qui criaient, et puis habiller un enfant, prendre l'autre, mettre dans la voiture, amener à l'école, puis courir au travail, comme ça, même quand, maintenant je me rends compte que c'est facile de donner ces 5 minutes, parce que moi je me donne le matin, je me donne toujours 30 minutes pour me reposer moi toute seule avec moi-même. Et puis là, j'arrive quand je mets, par exemple, les enfants tous dans la voiture et puis qu'ils sont en train de parler tous en même temps, à place de m'énerver, c'est là mon 5 minutes avec les enfants. S'ils vont partir chez les parents, chez les papas, c'est normal que je ne vais pas avoir ces 5 minutes le soir pour manger. Oui, c'est vrai. Mais je peux avoir ces 5 minutes dans le trajet que j'amène jusqu'à la maison de papa. Et puis, mais quand on n'est pas pour nous, c'est très compliqué de comprendre cette bruit des enfants qui vont parler tous en même temps et puis qu'on doit gérer des attentes que ton frère il parle, après tu parles et puis qu'en même temps il dit ouais mais je peux jamais parler, puis c'est compliqué. Mais c'est là que j'aimerais vraiment mettre la censure parce que il faut prendre du temps pour soi. Il faut se regarder un tout petit peu et se dire voilà qu'est-ce que me faisait plaisir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi que ça allait me faire plaisir pour que la vie elle devient plus légère avec les enfants. Et surtout que c'est pas un signe de faiblesse, parce que la plupart des surtout les femmes, parce que si on va d'une façon historique, les femmes ont tellement se battues pour avoir le droit de voter, de travailler, et maintenant il y a d'une façon inconsciente, on appelle ça l'inconscient collectif, qu'on doit gérer, on doit tout faire. C'est vraiment l'archétype guerrière. Et en fait non, tu ne dois pas tout gérer, tu ne dois pas être les super-femmes. Et vraiment, c'est dit, écoute, là, je peux plus. Moi, je suis sur mon limite. Et en fait, c'est même pas ça qui dit, moi, je peux plus. Parce que si on fait ça d'une façon préventive, comme Chris entendait dire, de vraiment avoir les 5 minutes et parfois, surtout, je sais déjà la question que ça va venir la suivante, c'est, oui, mais comme je suis maman solo, comme je peux faire? C'est toujours la question. Même si tu es maman solo, prends un temps ensemble avec l'enfant. Tu aimes écouter la musique? Tu mets la musique. Tu aimes sortir au bord du lac? Tu prends ton enfant, tu vas au bord du lac. Parce que surtout avec les nouveau-nés, ils sont qu'à la maison, ils voient que la chaîne partout. Et ça semble trop dur de sortir de la maison. Non, quelques minutes ensemble, toute seule ou ensemble avec l'enfant, mais une activité que ça te fait sens pour toi, ça va te remplir. Parce que je pense, qu'est-ce que je vois? On sait qu'est-ce qu'on doit faire, mais on n'a pas l'énergie pour le faire. C'est ça que ça change. Et dès que tu t'es nourri, voilà, maintenant je peux remplir ton réservoir d'amour. Mais il faut un petit peu de remplir. Oui, l'autre jour à bord du lac, j'ai vécu une situation, je voulais même filmer la dame. Je dis, mais voilà, je ne peux pas filmer n'importe qui. Mais quand même, je l'aborde, j'ai parlé avec elle parce que je trouvais tellement chouette. Elle faisait les patins. Il y en avait un enfant dans la poussette et l'autre sur un porte-bébé. Le porte-bébé. Et puis elle faisait les patins. Et moi, je faisais mon exercice au bord du lac, j'ai marché, et puis j'ai fait tout le long à regarder cette dame. Puis là, pour moi, c'était vraiment un moment de réflexion. Je veux dire, comment on donne des excuses pour pas faire les choses? Elle a 12 bébés pratiquement, et puis elle a trouvé son moyen. Puis après, au bout d'un moment, elle s'est arrêtée, puis j'ai mérité aussi, j'ai été lui parler. Et puis c'était chouette, parce qu'elle m'a raconté qu'avant d'avoir les bébés, elle faisait du patin professionnel. Et puis donc, c'est son truc, ça les nourrir. Ben, bien sûr. Et puis elle a dit, avec les enfants, je ne peux pas sortir pour faire toute seule. Je ne peux pas y aller dans les gymnases pour faire les patins pour longtemps parce qu'ils sont petits tous les deux. Puis elle a dit, j'ai trouvé cette moyen. Elle a dit, j'aime les patins et puis j'y viens au bord du lac et puis j'ai fait en même temps qu'ils sont dehors. Donc, et c'est ça, c'est de trouver la façon de se rendre plaisir et puis en même temps être maman parce que voilà, c'est ça. Mais comment je peux le faire? Je dois demander d'aide, je dois pas avoir honte de demander d'aide. Ouais. Ah oui. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment important, surtout à niveau, à les mamans qui ont les enfants à bas âge, puis aussi à niveau scolaire, parce que c'est vraiment un peu la honte dans l'école pour comment maman. Je trouve qu'on se juge énormément, on s'est dit, oh, mais je vais arriver pour la maîtresse, je vais dire ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi?
que je suis pas une bonne maman, que j'arrive pas à sourire mon enfant. Et puis c'est l'école, elle décide d'aller contre moi. Donc il y a cette peur aussi des parents. Et puis ça, c'est bien de construire ce courage d'aller et puis dire, moi je suis humaine, puis j'ai besoin de vous. Mais complètement, parce que peut-être qu'il y a des pistes qui peuvent se dessiner. De communiquer avec la maîtresse, c'est important parce que ça va donner des informations déjà à la maîtresse, donc aussi de pouvoir faire que la maîtresse peut être au courant de certaines choses et communiquer et agir adéquatement avec l'enfant. Et ça peut aussi amener aux parents une idée, une astuce pour l'enfant. Donc, de nouveau, la communication, c'est le maître mot, ça c'est sûr, pour l'enfant. Et pas avoir peur ni honte, parce qu'il n'y a pas de jugement là-dessus. Ce que le professionnel aime savoir ou aime, c'est que le parent est là pour l'enfant. Peu importe comment, mais que le parent est là pour l'enfant. Ouais, je peux le Et de demander de l'aide ou de demander des idées, des astuces, c'est une bonne chose. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut construire cette collaboration avec l'école pour que la vie de l'enfant devienne beaucoup plus simple. C'est pas pour rien non plus qu'il y a quand même les parents qui 2 fois par année, les maîtresses ou les maîtres qui 2 fois par année convoquent les parents pour faire un peu le point, etc. Mm-hmm. Ça, prenez ces instants-là, allez-y. Si vous êtes séparés ou divorcés, mais allez-y avec le papa aussi. Il n'y a pas que la maman qui doit s'investir dans ces rendez-vous. Et incluez le parent, le papa ou le deuxième parent, parce qu'il y a des couples. Et soyez là pour l'enfant. Déjà, l'enfant va être content de savoir que ses 2 parents font des démarches, sont venus. Et ça offre vraiment une vision globale avec des idées, des astuces, des choses peut-être à mettre en place ou pas, parce que si tout va bien, ça va bien et puis il n'y a rien à redire, rien à faire. Comme tu as dit, peu importe s'il y a des difficultés, le plus important c'est aller en avance, c'est vraiment faire les démarches qu'il faut. Ça. Moi, j'aimerais aussi savoir, parce qu'on vient de dire que faut vraiment faire avec les outils que tu as, avec la réalité que tu as, il faut faire les meilleurs par rapport à l'ex-structure que tu as aussi. Et on sait aussi que l'autre casquette que tu as, c'est la partie des soins énergétiques, la partie holistique que tu fais aussi. Et j'aimerais savoir aussi, en tant que maman, par exemple, une maman, un papa qui nous écoute, comment ça peut les aider? C'est quoi que ça change pour eux s'il vient, il fait une séance, quelque chose, et comment ça marche aussi, si tu peux partager un peu. C'est vrai que j'ai peu de parents d'enfants petits qui viennent me voir, et surtout les parents des enfants que je suis au sein de l'école savent pas trop que ce que je fais à côté. Je fais pas ma publicité à l'école, mais c'est vrai que par exemple je peux ressentir des besoins autres que scolaires chez un enfant, et du coup je me dis tiens, il aurait peut-être besoin de ci ou de ça. En dehors de ça, j'ai aujourd'hui de plus en plus de mamans qui me contactent et qui me demandent de l'aide au niveau de l'aspect familial, vraiment de la cellule familiale. Les enfants, le papa ou le compagnon, la compagne. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup eu ça. Et c'est assez intéressant de voir les dynamiques familiales, de voir comment, au niveau de certaines recherches que je fais la numérologie transgénérationnelle et de la psychogénéalogie, donc de savoir un peu ce qu'on hérite de nos aînés, d'accord, de nos vies passées, pour ceux qui y croient, après chacun a sa vision de la vie, et ce qu'on hérite au niveau de l'âme, et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette vie-ci, dans le ici et maintenant, et
sur cette terre-là, dans cette dimension-là. Et c'est intéressant parce que ça apporte beaucoup de réponses qui finalement peut-être sont inconscientes. On vit des choses par habitude familiale, par loyauté familiale, par mimétisme familial, et duquel on n'est pas du tout conscient. Mais pas du tout, en fait. Et de mettre des mots, tiens, on a vu ça, il y a telle information au niveau peut-être des dettes familiales. Il peut y avoir des dettes à l'amour, par exemple. Quelqu'un qui s'est sacrifié par amour, quelqu'un qui s'est sacrifié pour le travail, quelqu'un dans l'arbre génétique. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on le porte carrément dans notre ADN. Et dans notre ADN, qu'est-ce qui se passe? On va agir en conséquence de. C'est inscrit. Donc, c'est comme si ça donne une information duquel on doit agir avec cette information-là. Ça veut dire, je fais 1m80, par exemple, je ne peux pas agir comme une personne qui fait 1m50. Oui. C'est pas possible, je peux pas me mouvoir, je peux pas, c'est pas possible. Donc, quand c'est inscrit dans notre ADN, ce qui se passe, c'est qu'on va agir en tant que tel. Et ensuite, ce que je propose, parce qu'après, on fait toute cette recherche familiale avec les parents, l'enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit adolescent ou petit, en bas âge. Et ce que je propose, c'est qu'on fait un suivi où on va, par la méthode quantique, aujourd'hui on parle beaucoup de quantique, par la méthode quantique, effacer toutes ces mémoires pour installer des nouvelles mémoires. Donc, on recodifie finalement l'ADN ou la mémoire animique. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant les suivis que je fais au niveau famille aussi, comme tu viens de dire. Oui. Parce que j'ai lu récemment, je ne savais pas ça, mais pour les parents qui ont des enfants, quand un divorce, la plupart des divorces sont quand les enfants ont l'âge de dès 5 ans. Ça veut dire, la plupart des parents qui ont des enfants, ils vont se divorcer lors de la première enfance. Oui. Et en fait, si on pense déjà à la vie actuelle qu'on a, qu'il y a beaucoup de demandes, parce qu'on sait aussi que la charge de travail a augmenté énormément. Et si on rajoute à cette sauce toute la question transgénérationnelle, comme tu as dit, c'est explosif, c'est énorme, c'est beaucoup de demandes. Et je trouve intéressant que tu as dit ça. Il faut vraiment pas hésiter de demander aide. Mais une chose que j'aime beaucoup, quand on voit un peu au niveau cérébral comme ça se marche, c'est un peu... Toi, tu étais un enfant, et Chris, elle sait bien ça au niveau psychanalyse aussi. Quand tu es un enfant, ton cerveau il est en train de faire des enregistrements. J'enregistre comment c'est la relation enfant, quand c'est la relation couple, quand c'est la relation de respect mutuel entre les êtres humains. Et tout ça, c'est dans ma petite boîte de souvenirs. Quand je deviens adulte, même si j'ai des souvenirs de mon enfance ou pas, c'est comme ça que je vais agir. C'est pour ça que Freud disait, tu vas chercher ton papa, parce que, en fait, la référence que tu as des relations amoureuses, c'est papa et maman. Et inconsciemment, on va toujours chercher à reproduire ça. Et bien sûr, si on rajoute ça encore tous les ancêtres en plus, ça fait une sauce assez costaud quand même. Hein? Et il faut pouvoir regarder ça aussi également. Oui, et puis ça ramène aussi l'histoire des parents qui sont dans ces processus de changement avec les enfants, et puis il faut faire une nouvelle éducation avec les enfants, et puis que de temps en temps il s'est trouvé dans la piège où il est en train de crier avec l'enfant, où il a ce côté plus agressif. Ça, c'est tout enregistré dans l'ADN. Bien sûr. Parce qu'on a reçu ça. On a grandi dans des familles qui n'étaient pas très fonctionnelles, puis qu'on a reçu des cris. Chez certains de nous, on était frappés. Et puis, ils trouvaient que c'était le mieux qu'ils pourraient faire. Et tout va bien. Alors, on est grandi, on est là. Mais quand on essaye de ne pas reproduire, des fois, de temps en temps, on se voit en train de répéter la situation. Moi, je voyais beaucoup ça avec mes enfants. Moi, j'ai grandi dans une famille où ils criaient énormément avec les enfants. Et puis, plusieurs fois, j'ai m'ai vu réveiller le matin, déjà tout de suite énervé avec les enfants. Et puis ça, c'est vraiment, ça nous donne après un peu la syndrome de l'imposteur. Alors, ça veut dire, t'as vu, tu es pas mieux que ta maman. Tu n'arrives pas à faire différemment, tu n'arrives pas... Et puis là, c'est un travail interne qui est la médecine holistique. Ça peut nous aider énormément. Bien sûr.
Parce que ça, c'est une reprogrammation. Toi, tu as dit, on décodifie l'ADN. Dans la psychanalyse, on dit on va reprogrammer l'inconscient pour qu'il comprenne qu'il n'est plus en danger. Oui. Parce que c'est ça, notre inconscient, et c'est comme si, pendant l'enfance, comme Amanda elle a dit, alors il y a plein de boutons qui s'installent. Alors, si tu parles trop fort, il y a un bouton qui se déclenche, quelqu'un il va te dire de te taire. Donc, tu parles pas parce que l'inconscient, il dit c'est pas bien, il faut pas le faire. Donc, on reprogramme. Il n'y a plus personne qui va te dire il faut se taire. Il n'y a plus personne qui va te crier quand tu vas faire quelque chose. Et ça, c'est la reprogrammation de l'inconscient. Et puis, c'est pour ça que moi, je suis partant toujours pour les médecines alternatives, parce qu'on peut faire plein de choses ensemble avec la médecine traditionnelle, puis la médecine alternative, parce qu'il ne faut pas non plus dénigrer la médecine traditionnelle, parce que c'est vraiment, c'est deux choses qui peuvent marcher ensemble, et puis amener un bien énorme pour la société. Donc, si on a un enfant, par exemple, qui a un problème de TDAH, et puis qu'il a besoin d'un médicament, à ce moment-là, il a besoin d'un médicament chimique, alors tout va bien. Alors, on va lier ça avec la médecine alternative, puis on va essayer de trouver les mieux chemins pour peut-être là devant, on va laisser ce médicament, on n'a plus besoin, on va chercher. Tu vois, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est vraiment de faire confiance à l'autre et de collaborer. Pour que les choses puissent y aller dans la bonne voie. Exactement. Une émotion, c'est une émotion, qu'elle soit vécue par un enfant ou par un adulte, c'est une émotion. Donc, il faut l'accueillir, l'écouter et la décodifier, la décortiquer, la décoder et la recoder. Voilà. Je pense que alors c'est vraiment être parent, c'est le plus grand challenge qu'on a dans la vie, parce que c'est vraiment éduquer un être humain. Je veux dire, c'est tellement merveilleux qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on peut gérer un enfant. Et puis quand je dis gérer un enfant, je dis le papa et la maman. On a besoin de ces deux êtres pour gérer un enfant. Et puis les mettre au monde. Mais après, c'est pas que mettre cet enfant au monde, il faut l'éduquer. Et puis on a une responsabilité, pas seulement avec cet enfant, mais on a une responsabilité qu'elle va encore plus loin avec nos arrière-petits-enfants. Et puis, parce que qu'est-ce que je fais maintenant? C'est qu'est-ce qui va déterminer qu'est-ce qui va être là devant. Donc, c'est cet regard-là, de se regarder, de regarder à moi, qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai pas où, et que je peux le mettre en place pour que moi je me sens mieux, et puis après je puisse faire pour mon enfant. Et comment je peux collaborer avec l'école, comment l'école elle peut collaborer avec moi, pour que les choses ils sont plus légères dans ma vie de famille. Avoir la confiance, le courage de parler, pas avoir honte, parce que je sais que c'est très dur d'arriver dans une école et dire ça va pas du tout, il n'y a rien qui va chez moi. Et puis dire c'est un échec pour nous, parce que nous, quand on a des enfants, personne ne nous dit que les choses ils vont être difficiles. Non, on découvre toute seule. Il n'y a pas de mode d'emploi. Dès qu'un enfant arrive, on n'a pas le mode d'emploi. Voilà, exactement. Et on fait avec nos mémoires, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris par nos parents, par nos aînés. Parce qu'à un moment donné, justement, toutes ces informations, ces gestes, tout simple ou moins simples, sont encodés. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais aujourd'hui, ce que je voulais dire tout à l'heure, ça me revient, c'est que tous ces enfants qui arrivent aujourd'hui avec ces neuroatypies, et je vais le mettre entre guillemets, neuroatypies, ils sont là pour nous communiquer quelque chose. Ils sont là pour nous dire, le système d'avant, l'éducation d'avant, tout ce qu'on a mis en place avant, tout ce que vous avez mis en place, merci, c'est chouette, c'est génial, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il faut revoir tout ça. Mais on ne peut pas changer les choses de comme ça à comme ça. Donc, aujourd'hui, on est là, voilà, psychanalyse, médecin, thérapeute holistique, pour que cette nouvelle voie, cette nouvelle méthode de faire puisse
prendre toute sa place et s'installer. Voilà. Oui. Et ces enfants sont là pour ça. Pour moi, ils ont cette mission, c'est de nous éveiller, de nous réveiller et nous dire là, ça marche plus là. Là, il faut faire autrement. Donc, Oui, ça me fait, ça me touche énormément. Et puis, je ne peux pas pleurer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le mode d'emploi. En fait, ils nous apprennent. Alors du Ouais. coup, on n'a pas le mode d'emploi et on y va. Ça me Donc, touche énormément parce que c'est- j'ai 2 enfants. J'ai Anthony qui va faire 14 et puis Victor qui a 6. Et puis, quand Victor il est né, Victor il avait à peu près 3 ans. Et puis un jour, ils étaient en train de jouer. Et Victor il a fait une bêtise. Il a laissé tomber, il a laissé couler un verre par terre. Et puis j'ai été essuyée. Puis je dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis Anthony il les regarde et il dit, je suis tellement content parce que Victor il a de la chance. Parce que tu as une nouvelle maman. Mhm. Parce qu'avec lui, c'était pas comme ça. Mhm. C'était vraiment, oh, mais la catastrophe. Et Qu'est-ce que tu tu fais fais? pas attention et tout ça. Et puis c'est ça. On peut être une nouvelle maman. Tout le temps. Tous les temps. À chaque instant. Et si je parle au niveau animique aussi, hein, chaque être s'incarne pour vivre des expériences différentes. Exactement. Et sache que Anthony, si je peux dire son prénom, s'est incarné à ce moment-là de ta vie pour vivre ces expériences-là. C'est important de se dire que, alors je ne dis pas qu'on doit déculpabiliser et faire n'importe quoi avec nos enfants, mais de prendre aussi conscience que ce qu'on partage avec l'autre, ça peut être notre enfant, notre compagnon, notre collègue, etc., ce que nous expérimentons, nous l'avons déjà choisi par avance. Oui, oui, ça c'est D'accord. vrai. Donc, ça peut mettre un peu de paix de ton cœur. Ça ne veut pas dire que c'est OK et puis tu ne changes rien, mais là, tu as eu cette courage, cette volonté de dire, bah là, ça ne va pas, je dois changer, je dois faire autrement. Et tu as fait autrement. Tu as grandi aussi. Oui, c'est ce courage de garder des dents et puis de guérir mes blessures. Oui, parce que c'est ça. personne n'est pour y guérir pour moi. C'est moi que je devais faire ce travail. Et puis ça a amélioré énormément la relation avec mes enfants. C'est comme Anthony l'a dit, il y a une nouvelle maman. Tu as de la chance parce que maintenant on a une nouvelle maman. Et ça, c'est en même temps qui c'est touchant, que ça c'est pas qu'il nous blesse, mais ça vraiment, ça vient un regret de la part du côté maman. Tu te dis, j'ai pas fait juste. Mais oui, voilà. Mais en même temps, on est content parce qu'on dit, voilà, je suis dans le bon sens. C'est ça. Donc, grâce. Aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose de très... Avant de finir, je voulais juste, je vais pas me découper parce que je trouve très beau dans ton parcours que au lieu de rester dans... Parce que je profite quand même, nous sommes là, de dire, ah oui, mais ça va pas, pourquoi j'ai cette challenge, pourquoi j'ai ces défis, pourquoi je suis en train de vivre ça, qu'est-ce que j'ai fait faux, parce que parfois ça vient, c'est des choses, ça part de ta tête. Au lieu de dire ça, tu as pris cette rôle de, oui, la vie m'a présenté cette situation, qu'est-ce qu'elle veut dire moi? Qu'est-ce que je peux apprendre? C'est quel talent que j'ai besoin de développer maintenant? Qu'est-ce que côté de moi qui est en train de dire, écoute, là, on peut s'améliorer. Et ça, je trouve que c'est la beauté, parce que dès qu'on se permet d'apprendre avec nos enfants, là, c'est vraiment le bon chemin. Quand moi, je suis pédiatre, je dis toujours, maman, l'enfant vient en pleurant, il a des coliques. Ah, vous faites ça, vous faites cette position, vous faites des massages, vous mettez contre vous, faites peau à peau, là. Beaucoup de techniques. Et en fait, quand il y avait 3 mois, ça faisait 3 heures qu'il pleurait, j'ai dit, écoute, Jean, je sais pas qu'est-ce que tu as, mais je vais apprendre avec toi. Et je vois que c'est ça aussi. Je sais pas quoi faire, j'ai pas les mots d'emploi, mais on va apprendre ensemble, avoir cette humilité de, OK, on va s'améliorer ensemble, en tant que famille, en tant que maman, mère, enfant, et avec les papas aussi, c'est ça, là. C'est d'être flexible et puis se mettre à l'écoute, pas seulement de l'enfant, mais de nous-mêmes. Bah, souvent, l'enfant nous révèle des choses sur nous-mêmes.
Oui, Ouais. c'est ça, ouais, c'est un miroir. C'est pour ça que C'est un des fois, miroir. c'est tellement difficile. Donc, oui. c'est à nous aussi de dire, OK, ben, c'est la troisième jour qu'il y a ça, ou la troisième semaine, ou la troisième fois en peu de temps qu'il y a cette configuration qui se présente devant moi. Moi aussi, qu'est-ce que je fais pas juste, ou qu'est-ce que je dois voir vraiment, où je dois porter mon regard vraiment. Exact. Grâce, on aimerait te remercier énormément. On aimerait rester plus de temps. Et puis, je suis vraiment contente de mener ce sujet parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. J'ai vécu là-dedans et puis je sais comment c'est important cette collaboration avec l'école, de connaître bien les personnes qui sont autour de nos enfants, de construire cette relation de confiance aussi avec les maîtresses, l'aide à l'intégration, la doyenne, et faire cette communication, de se mettre à l'écoute et puis aussi de se mettre devant et puis s'imposer de temps en temps. Donc, il y a tout cet équilibre. Et puis, j'admire énormément ton travail. Après, avec la médecine holistique, j'ai été déjà une cliente, j'ai déjà lancé. Et donc, c'est très important que les parents aussi, ils ont le courage d'aller vers les professionnels puis chercher, de construire ce lien pour faciliter pas seulement la vie de l'enfant, mais la nôtre aussi, parce que ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. Tu aimerais dire quelque chose à ces parents? J'aimerais dire à ces parents de demander les moyens. Voilà, d'aller là où il faut aller plus haut, demander les moyens. Parce que nous qui sommes justement dans ce milieu-là, dans le milieu de l'enseignement, parfois on manque de moyens. Donc les parents, s'ils participent plus pour aller demander ces moyens, et ben tout le monde est gagnant. Tout le monde est bénéficiaire et gagnant de tout cela. Exactement. Et être cultive pas seulement dans la démarche, mais aussi, comme tu as dit tout au début, vers l'accueil, vers cet regard vers l'enfant. C'est construire cette boîte d'outils là. D'abord pour soi, émotionnellement, physiquement, mental. Et puis après, j'ai arrivé aussi à aider mon enfant à commencer la construction de sa boîte à outils. Et puis pas avoir peur, parce que comme on a dit au début, c'est pas parce qu'on est des immigrés, c'est pas parce qu'on est arrivé dans un pays que c'est pas le nôtre qu'on n'a pas les droits. Non, oui, on a besoin de s'adapter, on a besoin de suivre les règles du pays, mais on a aussi des droits. Une fois qu'on est là, une fois qu'on est installé, qu'on travaille, qu'on paye les impôts, qu'on a les enfants à l'école, on a aussi les droits comme tous les autres. Et je vous dis au revoir. On se retrouve tous les derniers vendredis du mois ici chez Parentcast. Si vous sentez de partager, de commenter, nous envoyer des messages en privé, nous sommes là pour vous aider. À bientôt. À bientôt. Plus d'amour, moins de trauma. Au revoir. Au revoir.